Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les causes profondes des conflits interculturels. Donc, nous allons voir comment les différences culturelles peuvent parfois mener à des malentendus ou des tensions. Donc, ce cours nous aidera à comprendre pourquoi les cultures entrent parfois en conflit et comment éviter ces situations. Donc, bien sûr, dans un monde globalisé où les individus circulent et coopèrent à l'échelle planétaire, les contacts interculturels se multiplient. Donc, ces rencontres sont source de richesse, mais aussi de tension lorsque les différences culturelles ne sont pas comprises et respectées, mais aussi les divergences invisibles, valeurs et représentations du monde, perception du temps, du pouvoir, qui, avec la hiérarchie, etc. Donc ce chapitre se propose donc d'examiner les principales causes des conflits culturels en les regroupant en deux grandes catégories. Les causes culturelles, les causes socio-économiques, et chaque partie sera illustrée par des exemples concrets tirés à la vie quotidienne. Donc cette partie, les causes culturelles, communicatives et identitaires des conflits culturels, les différences de valeurs, de normes et de normes sociales. On va commencer par définir les valeurs qui sont les principes fondamentaux qui orientent le comportement d'un groupe. Respect, importance de la famille, rapport du travail, conception du temps, rapport à l'individu et à la collectivité. Les normes sociales sont les comportements attendus dans une société. Façon de saluer, distance interpersonnelle, style de communication, ponctualité, gestion des émotions. Donc chaque société organise ses interactions. Pourquoi ces différences deviennent-elles source de conflit? Premièrement, l'incompréhension réciproque, mutuelle. Chacun croit que son comportement est logique et normal, quand l'autre agit différemment. Donc les jugements aussi, et interprétations négatives on interprète un comportement culturel par sa propre grille de lecture. Il ne respecte pas le temps, il est agressif, il est froid et distant. Aussi, la perception d'un manque de respect qui n'a pas parce que la même signification selon les cultures. Pour certaines cultures, respecter, c'est obéir. Pour d'autres, c'est respecter. Respecter, c'est être honnête et exprimer son opinion clairement. Donc, réunion on a, par exemple, l'exemple, réunion de travail entre Français et Japonais. Le Français donne une critique directe. Le rapport n'est pas assez clair. Il faut changer la méthodologie. Pour lui, la franchise, c'est le professionnalisme, l'efficacité, la transparence. Les Français valorisent toujours le débat ouvert, même la contradiction. Donc le Français agit selon une norme occidentale, dire les choses clairement et honnêtement. Donc la culture doit harmonie sociale est essentielle. Critiquer quelqu'un en public signifie lui faire perdre la face. Il ressent donc l'humiliation, perte de dignité, stress social, négligence. Le japonais agit selon une norme asiatique. Éviter le conflit ouvert. Donc le conflit, c'est un choc entre une culture directe et une culture indirecte. Les barrières de communication interculturelle. Donc les conflits culturels proviennent souvent non pas du contenu du message, mais de la manière dont il est transmis. Donc chaque culture possède son propre répertoire communicatif, c'est-à-dire l'ensemble des comportements verbaux et non verbaux. Ces différences peuvent provoquer des malentendus, des interprétations négatives et finalement des tensions relationnelles.
les principaux aspects qui génèrent des conflits. Premièrement, communication directe et communication indirecte. Pour les cultures directes, France-Allemagne en États-Unis, par exemple, dans les États-Unis, on valorise l'expression claire, explicite, même si elle peut sembler brutale. Les cultures indirectes, au Maghreb, au Japon, au Corée, privilégient l'implicite pour préserver l'harmonie et éviter de dire non directement. Donc, risque de conflit, une personne directe peut paraître agressive, une personne indirecte peut sembler floue ou manipulatrice. Le salut du silence. Dans certaines cultures, comme le Japon, la Chine, le silence, c'est le respect, réflexion, écoute. Dans d'autres, comme la France, par exemple, l'Italie ou l'Argentine, le silence, c'est le manque d'idées, un désaccord. Le silence peut être mal interprété comme un refus ou un manque d'intérêt. Donc, les principaux aspects qui génèrent des conflits, le ton aussi et le volume de la voix. Culture à voix forte, Espagne par exemple, Italie, pays arabes, perçu comme chaleureux. Au Canada, culture à voix modérée, c'est perçu comme respectueux et professionnel. Donc, risque de conflit. Donc, la voix forte peut être vue comme de la colère. Une voix faible peut être vue comme de la faiblesse ou un manque de conviction. Le langage non verbal aussi. Les gestes, mimiques, expression du visage, contact visuel, posture. Le même geste peut avoir aussi des significations opposées selon le pays. Donc, risque de conflit. Les principaux aspects qui génèrent des conflits, donc le ton et le volume de la voix, donc culture à voix forte, Espagne, Italie, culture à voix modérée, donc le risque du silence. Aussi le ton et le volume de la voix, aussi le langage non verbal. Le langage non verbal, geste expressif du visage, contact visuel, posture. Le même geste peut avoir des significations opposées selon les pays. Risque de conflit aussi, un simple signe de tête ou un sourire peut être mal compris aussi. Donc le sentiment de menace identitaire apparaît lorsque des individus ou des groupes perçoivent que leur langue, leurs croyances, leurs valeurs ou leurs pratiques culturelles risquent d'être affaiblies, ignorées. Donc ce sentiment n'est pas toujours rationnel, il est souvent émotionnel. Je répète, il n'est pas toujours rationnel, il est souvent émotionnel, lié à la peur de perdre un héritage transmis de génération en génération. Donc pourquoi ce sentiment crée-t-il un conflit? La langue comme symbole identitaire. La langue n'est pas seulement un outil de communication, elle porte aussi la mémoire, les valeurs d'un groupe. Percevoir que sa langue disparaît crée un sentiment de déloyauté, de rupture ou de dissolution culturelle. Cela provoque la résistance aux politiques éducatives, repli communautaire et tensions entre générations aussi. La religion et les pratiques sociales, parce que certains groupes craignent que la modernité ou les influences extérieures affaiblissent leurs traditions religieuses. Cela génère des réactions de protection, refus de certaines activités scolaires, opposition à des politiques publiques, conflits intergénérationnels. Les stéréotypes et préjugés. Les stéréotypes sont les généralisations simplificatrices appliquées à un groupe. Exemple, les Français sont, les Africains sont, les Asiatiques sont. Donc tout ça, ce sont des stéréotypes. Les préjugés sont des jugements de valeur négative basés sur ces stéréotypes et ces représentations. Donc ce sont
des mécanismes cognitifs naturels, mais lorsqu'ils sont rigides ou négatifs, ils deviennent source de conflits interculturels. Maintenant, on va voir pourquoi les stéréotypes et les préjugés constituent des conflits. Donc, premièrement, la simplification excessive de la réalité. Donc, les stéréotypes ignorent toujours les différences individuelles. Cela crée des malentendus dès le premier contact. Aussi, l'autoréalisation du stéréotype lorsque quelqu'un pense être jugé selon un stéréotype négatif, il peut se sentir bien sûr stressé, et il perd la confiance, donc il perd l'autoconfiance et il évite l'interaction. Donc ce phénomène, connu en psychologie comme stéréotype menaçant. La discrimination et exclusion. Donc les préjugés entraînent la mise à l'écart, le manque de confiance, ou bien l'autoconfiance, l'injustice dans l'éducation, ce qui génère frustration et résistance, aussi généralisation négative et ces perceptions hostiles. Une personne peut rejeter une communauté entière à cause d'une expérience isolée. Une simple interaction devient un conflit. Tout simplement un conflit collectif. Merci.